Salam alaikum wa rahmatullah. On poursuit avec nos vidéos sur les mathématiques des Olympiades. La dernière fois, donc, on a entamé un nouveau chapitre sur les inégalités. Et on avait commencé avec l'inégalité arithmético-géométrique, donc de comparaison entre moyenne arithmétique et moyenne géométrique. On avait dit que la moyenne arithmétique est toujours supérieure ou égale à la moyenne géométrique. Bien sûr des nombres réels strictement positifs. Et on avait donc démontré par une méthode élémentaire due à Georges Polya l'inégalité générale qui concerne donc les moyennes pondérées. Alors voici le théorème qu'on a démontré la dernière fois. Donc soit n dans n étoile et p est égal p1, p2 jusqu'à pn dans l'intervalle 0,1 puissance n, tel que P1 plus P2 plus jusqu'à Pn égale 1. C'est ce qu'on appelle les poids. Alors, pour tout x1, x2, xn dans R plus étoile puissance n, donc des réels strictement positifs, on a AP, donc x1, x2, xn, c'est-à-dire moyenne arithmétique de x1, x2, xn pondérée par les poids P, est toujours supérieure ou égale à la moyenne géométrique de x1, x2 jusqu'à xn, toujours pondérée par le même poids P. De plus, cette inégalité est atteinte, donc devient une égalité, si seulement si x1 égale x2 égale à xn. La dernière fois, on avait démontré cette inégalité très importante en utilisant donc la méthode de Polya, qui est basée sur simplement l'inégalité t est inférieur ou égal à exponentielle t moins 1, quel que soit t dans R. C'est une démonstration de niveau terminal, élémentaire. Et je vous ai dit que la démonstration la plus naturelle, c'est la démonstration utilisant les fonctions convexes. Et d'ailleurs, on va voir que la démonstration de Polya, en fait, c'est aussi la convexité. C'est la convexité de la fonction exponentielle au voisinage de 1, ou bien en t égale 1. Alors, je rappelle quand même que, ce qu'on a noté AP, c'est la moyenne arithmétique pondérée des nombres x1, xn, c'est-à-dire c'est P1, x1 plus P2, x2, etc., plus jusqu'à Pn, xn. Et ça, donc, c'est la moyenne arithmétique pondérée par des poids P1, P2 jusqu'à Pn. Et Gp, c'est la moyenne géométrique pondérée par les mêmes poids, c'est-à-dire vous avez ici x1 puissance P1, x2 puissance P2, jusqu'à xn puissance Pn. Si je prends les poids, les mêmes poids, c'est-à-dire P1 égale P2 égale jusqu'à égale Pn, dans ce cas-là, c'est forcément 1 sur n, parce que la somme est égale à 1. Et donc, on retrouve la moyenne arithmétique usuelle, donc la somme divisée par n, et la moyenne géométrique usuelle, c'est-à-dire le produit à la puissance 1 sur n, ou bien racine nème du produit. Voilà, donc aujourd'hui, le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous proposer une démonstration utilisant les fonctions convexes de cette même inégalité. C'est la démonstration la plus naturelle. Donc ça provient tout simplement de la convexité stricte de la fonction exponentielle. Alors, donc avant ça, on va parler d'abord d'ensemble convexe. Voilà, ensemble convexe. Donc ici, je me limite à R2. Bon, c'est des parties donc de R2. Alors, un ensemble convexe, c'est quoi? Donc, une partie de R2, je prends cette partie par exemple. Alors, une partie de R2 est dite convexe si elle satisfait la propriété suivante. Quels que soient deux points que je prends dans cette partie AB, le segment qui relie entre ces deux points est complètement inclus dans la partie en question. Donc ici, on voit bien que le segment AB, le segment de droite, est complètement inclus dans la partie considérée. Donc ici, on dit que c'est une partie convexe de R2. Alors, je me limite uniquement à R2, sinon on peut généraliser pour les espaces vectoriels, pour d'autres espaces vectoriels. Donc ici, je me limite à R2. Donc vous voyez, donc cette partie-là, elle vérifie la propriété, donc elle est convexe. Je prends un autre exemple. Je prends donc par exemple ça.
cette partie de R2, tout ça, ce qui est à l'intérieur de cette courbe fermée. Alors ici, par contre, la propriété n'est pas vérifiée. Si vous prenez ici A, et ici un point B, et là on remarque que le segment qui relie entre A et B n'est pas complètement inclus dans la partie en question. Effectivement, vous voyez, donc là, il y a une partie qui est à l'extérieur. Il y a une partie du segment qui est à l'extérieur de l'ensemble en question. Donc ici, ça, c'est non convexe. Donc ici, non convexe. Elle n'est pas convexe. Pas convexe. Bon, c'est très simple. Ça, c'est donc les ensembles convexes. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les fonctions convexes. Et bien sûr, là, je parle uniquement des fonctions réelles de variables réelles. Alors, fonction convexe. Alors, on va la définir de façon géométrique d'abord. Donc, c'est une définition qui utilise le graphe de la fonction en question. Et en réalité, on parle de fonction convexe sur un intervalle. Bon, peut-être que je ne vais pas donner trop de détails. On va travailler dans R. On va dire fonction convexe sur R. Alors, fonction convexe sur R, donc vous avez un repère orthonormé et vous tracez le graphe. Alors, c'est quoi une fonction convexe? Alors, je suppose par exemple, j'ai ce graphe-là. Voilà. Donc, ça, c'est le graphe de la fonction f, donc l'équation y égale f de x. Alors, il y a ce qu'on appelle l'épigraphe. Alors, l'épigraphe d'une fonction, c'est tout ce qui est au-dessus du graphe. Ça, c'est ce qu'on appelle l'épigraphe. Donc, l'épigraphe de f, on peut le définir de façon analytique, c'est l'ensemble des couples xy dans R2 avec y supérieur ou égal à f de x. Voilà. Donc, c'est toute la région au-dessus du graphe. Alors, on dit que f est convexe si seulement si son épigraphe est convexe. Son épigraphe est convexe. Alors, on va vérifier ici, par exemple, dans ce cas-là, dans cet exemple, si je prends deux points quelconques, AB, le segment qui joint, ou bien qui relie ces deux points, on constate qu'il est complètement inclus dans l'épigraphe. Donc, dans cet exemple-là, l'épigraphe est convexe. Et c'est ça la convexité d'une fonction. Donc, une fonction f est convexe si son épigraphe est convexe. Si vous prenez deux points quelconques de l'épigraphe, alors le segment qui relie ces deux points reste dans l'épigraphe. Alors, je vais écrire cette définition. Donc, f est convexe, est dite convexe. Alors, en général, on parle de convexité sur un intervalle. Bon, dite convexe si son épigraphe est convexe. Et convexe. Voilà. Maintenant, alors, cherchons une définition analytique. Cherchons une définition analytique de la convexité. Alors, pour chercher une définition analytique, alors, on a la remarque suivante. Je vais projeter les points A et B verticalement, c'est-à-dire le long de l'axe des Y, de l'axe des ordonnées, sur le graphe de f. Donc ici, je vais trouver un point A', et là, je vais trouver un point B'. Et puisque AB, je suppose que AB est au-dessus du graphe, dans ce cas-là, c'est-à-dire dans l'épigraphe, dans ce cas-là, il est clair que AB est au-dessus de A'B'. Et donc, en fait, dire que l'épigraphe est convexe, ça revient à dire que quels que soient les points que je prends sur le graphe, le segment qui relie ces points doit être au-dessus du graphe. Ça revient au même. Parce que si vous projetez verticalement, vous aurez à voir un segment A'B' qui est au-dessous du segment AB. Et donc, en fait, pour qu'une fonction soit convexe, donc pour que f soit convexe, il suffit que, quel que soit donc A', B' dans le graphe, alors le graphe je vais le noter comme ça, il faudrait que le segment A', B' soit inclus dans l'épigraphe, le f. Voilà.
au lieu de prendre A, B quelconque dans l'épigraphe, je peux me limiter à les prendre dans le graphe. Ça revient au même. Et ça va nous permettre de donner une définition analytique. Parce que A', c'est quoi A'? Puisqu'il est dans le graphe, donc il s'écrit sous la forme x1, f de x1. B', puisqu'il est dans le graphe, donc il s'écrit sous la forme x2, f de x2. Le segment A', B'. Ça, donc, on connaît une paramétrisation du segment. La paramétrisation de ce segment, donc en fait, ce segment-là, c'est l'ensemble des points du type tx1 plus 1 moins t x2, et puis t f de x1 plus 1 moins t f de x2. C'est ça la paramétrisation de ce segment, avec t dans l'intervalle 0, 1. C'est ça la paramétrisation du segment A', B'. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que le segment est dans l'épigraphe? Ça veut dire, donc A', B' dans l'épigraphe, ça revient à dire que tous ces points-là, quel que soit t dans 0, 1, ces points-là sont dans l'épigraphe. Mais qu'est-ce que ça veut dire ces points-là sont dans l'épigraphe? Ça veut dire tout simplement que l'ordonnée, donc l'ordonnée tf de x1 plus 1 moins t, donc ici, donc A', B' dans l'épigraphe, ça veut dire que, c'est équivalent à dire que quel que soit t dans 0, 1, tf de x1, donc l'ordonnée du point, c'est-à-dire tf de x1 plus 1 moins tf de x2, doit être donc supérieur ou égal à l'image de l'abscisse, donc tx1 plus 1 moins tx2. Je vais écrire ça autrement, et ça me donne la définition donc d'une fonction. Bon, je vais l'écrire autrement, c'est-à-dire quel que soit t dans 0, 1, je vais l'écrire dans l'autre sens. Vous avez f de tx1 plus 1 moins t x2, c'est inférieur ou égal à tf de x1 plus 1 moins tf de x2. Voilà donc une définition analytique de la convexité. L'inégalité est triviale pour t égale 0 et t égale 1, donc je peux me limiter à t appartient à l'intervalle ouvert 0, 1. Et donc j'obtiens de cette façon une définition analytique d'une fonction convexe. Donc f est convexe et dite convexe. Ça, c'est une définition donc analytique. Si, alors convexe sur un intervalle i, bon, on peut préciser, sur un intervalle i de R, si, quel que soit, bon, un intervalle non vide bien sûr, quel que soit t dans 0, 1, quel que soit x1, x2 dans i, vous avez f de tx1 plus 1 moins t x2 est inférieur ou égal à tf de x1 plus 1 moins tf de x2. Voici donc la définition analytique d'une fonction convexe. Voilà. Bon, maintenant, à partir de cette définition, on peut donc chercher des critères simples pour vérifier la convexité d'une fonction. Voilà. On peut chercher des critères. Alors on va voir que lorsque f est dérivable, il y a un critère assez simple, mais lorsque f est 2 fois dérivable, il y a un critère encore beaucoup plus simple. Voilà donc concernant les fonctions convexes. Alors, vous avez quelque chose de plus général que la définition précédente. C'est ce qu'on appelle inégalité de Jensen ou Jensen. C'est donc le mathématicien danois que vous voyez sur l'écran. Alors, l'inégalité de Jensen, c'est quoi? Bon, je vais l'énoncer ici. Alors, inégalité de Jensen. En fait, c'est plus général que l'inégalité analytique, que la définition analytique de tout à l'heure. C'est juste une généralisation. Donc, alors, si f est convexe sur un intervalle i, si f est convexe sur un intervalle i de R, alors, bon, quel que soit n dans n étoiles,
quel que soit, on va dire T1, T2, Tn dans 0,1 avec la somme égale 1, donc c'est des poids, plus Tn égale 1, et quel que soit donc x1, x2 jusqu'à xn dans i, on a l'inégalité donc plus générale, donc f de t1 x1 plus t2 x2 plus etc. jusqu'à tn xn est inférieur ou égal à t1 f de x1 plus t2 f de x2, etc. plus jusqu'à tn f de xn. C'est ça l'inégalité de Jensen. Ce n'est rien d'autre qu'une généralisation de l'inégalité de tout à l'heure. Donc si vous prenez n égale 2, vous allez trouver T1 plus T2 égale 1, c'est-à-dire que T2 est égal à 1 moins T1. Et donc vous allez trouver simplement l'inégalité de définition même d'une fonction convexe. Ça c'est très facile, ça se démontre par récurrence, c'est très facile mais c'est très utile. C'est ça qui va nous permettre de démontrer l'inégalité arithmético-géométrique pondérée. Voilà, ça c'est l'inégalité de Jensen. Alors, peut-être que je vais vous parler aussi des cas où f est dérivable, ça c'est très important. Il faudrait qu'on parle de ça. Donc, si f est dérivable, bon, ça je vais parler rapidement. Alors, si f est dérivable, bon, je vais mettre juste le graphe ici. Voici par exemple le graphe de f. Si f est dérivable, alors la convexité elle peut être caractérisée de façon plus simple. Donc, si f est dérivable, donc on travaille sur un intervalle, bien sûr, un intervalle ouvert. Alors, f est convexe si seulement si, alors, géométriquement, f est convexe si seulement si son graphe est au-dessus de toutes ces tangentes. Donc, quelle que soit la tangente que vous prenez, bon, donc les tangentes existent, c'est la dérivabilité qui donne les tangentes. Donc, quelle que soit la tangente en n'importe quel point de l'intervalle que vous prenez, si vous prenez la tangente en n'importe quel point du graphe, alors vous avez le graphe est au-dessus de la tangente. C'est ça la convexité dans le cas où f est dérivable. Donc, analytiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de x est supérieur ou égal est au-dessus de son graphe, mais son graphe, si je prends, alors, donc, quel que soit x, et quel que soit x0, bah, dans l'intervalle que je considère, donc intervalle ouvert, i, vous avez donc f de x est supérieur ou égal à, donc ici vous avez l'équation de la tangente, c'est f' x0, x moins x0 plus f de x0. Voilà. Ça, c'est y égale à cette quantité, c'est tout simplement l'équation de la tangente. Et y égale f de x, c'est l'équation du graphe de f. Donc, dire que le graphe est au-dessus de ces tangentes, ça revient à écrire cette inégalité. Bon, ça, c'est un peu plus simple déjà, mais il y a plus simple que ça, c'est lorsque f est deux fois dérivable. Alors, si f, donc ça, c'est premier point. Deuxième point, si f est deux fois dérivable, alors f est convexe si et seulement si, quel que soit x dans i, vous avez la dérivée seconde est positive. Ça, c'est vraiment très simple et ça permet donc de vérifier que plusieurs fonctions, ça permet de vérifier facilement qu'une fonction est convexe. Alors, graphiquement, une fonction convexe, son graphe est sous la forme de U. C'est un U. Par exemple, vous pouvez l'appliquer pour la fonction x carré, par exemple. X carré, bien que graphiquement, son graphe, il est clair qu'il est convexe, mais si vous appliquez ce critère, alors elle est bien deux fois dérivable, c'est un polynôme. Quand on dérive deux fois, on trouve 2. C'est une constante qui est positive, et donc la fonction est convexe. Fonction x carré. La fonction exponentielle, alors elle est deux fois dérivable. Si vous dérivez deux fois, c'est toujours l'exponentielle et qui est positif. Donc la fonction exponentielle est convexe. Voilà, donc c'est un critère, c'est le critère qu'on utilise généralement pour montrer qu'une fonction est convexe. Alors ensuite, on va parler
bon, ça c'est le critère donc, pour les fonctions, pour la convexité de fonctions deux fois dérivables, une fois dérivable et deux fois dérivable. Alors il y a aussi les fonctions strictement convexes. Et ça aussi c'est un point important. Donc fonctions strictement convexes. Alors, bon, graphiquement, c'est quoi une fonction strictement convexe? Bon, je trace le graphe. Alors, graphiquement, ça veut dire que quel que soit, bon, ça c'est l'épigraphe, quels que soient les points que je prends, donc AB, dans l'épigraphe, ou même dans le graphe, on a dit qu'on peut les prendre même dans le graphe, ça ne pose pas de problème. Alors, je vais prendre dans le graphe, quels que soient les points que je prends dans le graphe, A et B, le segment AB, bon, le dessin est un peu mal fait. Bon. On va prendre ça. Voilà, quels que soient les points que je prends sur le graphe, il faudrait que le segment AB soit strictement au-dessus du graphe, c'est-à-dire il ne touche le graphe qu'au point A et B. Et il ne touche pas le graphe ailleurs. Le segment AB ne doit toucher le graphe de la fonction, doit être au-dessus déjà, ça c'est la convexité, mais strictement convexe, ça veut dire qu'il ne touche le graphe qu'au point A et B. Il n'y a pas un autre point de rencontre. Ça donc c'est strictement convexe. Alors, donc la définition analytique, donc on peut la donner, définition analytique. F est dite strictement convexe, est dite strictement convexe, si, bon bien sûr chaque fois j'oublie de donner les détails, sur un intervalle I, etc., sur un intervalle I de R, si, alors donc quel que soit T dans 0, 1, et quel que soit x1, x2 dans cet intervalle I, vous avez f de tx1 plus 1 moins tx2, c'est inférieur ou égal, donc c'est la même inégalité, à tf de x1 plus 1 moins tf de x2. Donc ça, c'est la convexité tout simplement. Mais il y a un point de plus. De plus, cette inégalité est atteinte si seulement si x1 égale x2. De plus, c'est ça, c'est ça la partie supplémentaire. De plus, l'inégalité est atteinte, c'est-à-dire devient une égalité, est atteinte si et seulement si x1 égale x2. Voilà. Ça donc c'est donc la convexité stricte. Ça c'est la convexité stricte. Donc si j'enlève ce dernier point, c'est juste la convexité. Si j'ajoute ça, l'inégalité est atteinte si seulement si x1 égale x2, ça c'est l'inégalité stricte. Voilà. Donc, alors, les caractérisations dans le cas d'une fonction dérivable ou d'une fonction deux fois dérivable, on a aussi des caractérisations. Par exemple, si dans le cas deux fois dérivable, il suffit d'avoir f second positif. Et f second positif, donc à condition que f second ne s'annule pas sur tout un intervalle non vide, par exemple. Donc, si f second est positif, même si elle s'annule en un certain point, c'est toujours strictement convexe. Mais il ne faudrait pas qu'elle s'annule sur tout un intervalle, non vide, par exemple. Un intervalle, bien sûr, différent d'un singleton. Donc, par exemple, si vous prenez la fonction x carré, alors vous dérivez deux fois, c'est 2, c'est strictement convexe, c'est strictement positif. Si vous prenez l'exponentielle, alors vous dérivez deux fois, c'est l'exponentielle, c'est strictement positif. Donc ça, c'est une fonction. L'exponentielle est une fonction strictement convexe. Et vous avez aussi, pour une fonction strictement convexe, l'inégalité de Jensen avec cette condition en plus. Donc je peux la donner ici, l'inégalité de Jensen pour une fonction strictement convexe. Pour une fonction strictement convexe. Alors, donc, qu'est-ce qu'elle dit, l'inégalité de Jensen pour une fonction strictement convexe? Alors, si f est strictement
convexe sur un intervalle I de R, alors on a pour tout n dans n étoile et tout T1, T2 jusqu'à Tn dans l'intervalle 0,1 tel que T1 plus T2 plus jusqu'à Tn égale 1 et tout x1, x2, etc. jusqu'à xn dans I, alors il faudrait avoir f de T1 x1 plus T2 x2 plus Tn xn, ça c'est donc l'inégalité de Jensen pour les fonctions convexes, inférieur ou égal à T1 f de x1 plus T2 f de x2, etc. plus Tn f de xn. Mais on a quelque chose de plus. De plus, cette inégalité est atteinte. De plus, cette inégalité est atteinte, c'est-à-dire devient une égalité, si et seulement si x1 égale x2 égale xn. Ça donc c'est l'inégalité de Jensen pour les fonctions strictement convexes. Vous avez donc cette information en plus. L'inégalité est atteinte si seulement si x1 égale x2 égale à xn. Voilà. Maintenant, on peut démontrer le théorème. Le théorème de départ, donc comparaison entre l'inégalité, entre moyenne arithmétique et géométrique pondérée. Alors, on utilise simplement le fait que la fonction exponentielle est strictement convexe. Donc, soit, donc je prends n dans n étoile, je prends les poids, donc P1, P2, etc. jusqu'à Pn dans 0,1, tel que P1 plus P2 plus etc. égale 1. Et je prends finalement x1 plus x2 plus etc. plus... non, pardon. C'est pas plus, c'est x1, x2, xn dans R plus étoile. Alors, ce qui est demandé, c'est de montrer que AP de x1, x2, xn est supérieur ou égal toujours à GP de x1, x2, xn. C'est ce qu'on cherche à démontrer, avec égalité si seulement si x1 égale x2 égale xn. Et ça, je vous rappelle que c'est P1 x1 plus P2 x2 plus etc. jusqu'à Pn xn. Et ça, c'est x1 puissance P1, x2 puissance P2, etc. jusqu'à xn puissance Pn. Alors, on utilise la convexité de la fonction exponentielle. Alors, donc, comme la fonction exponentielle est strictement convexe, alors, comme la fonction exponentielle, donc exponentielle de x, est strictement convexe sur R, strictement convexe sur R, alors, pourquoi strictement convexe? Parce que tout simplement, sa seconde dérivée est strictement positive. Strictement positive. Donc, quel que soit T1, T2, etc., jusqu'à... non, je vais dire quel que soit Y1 par exemple, Y1, Y2, Yn dans R, vous avez... J'utilise les mêmes poids, les poids considérés, donc P1, P2 jusqu'à Pn. Donc ça joue le rôle de T1, T2 jusqu'à Tn. C'est exactement la même chose. Vous avez T1, T2 dans l'inégalité de Jensen. Donc ici, ça va être l'inégalité de Jensen. Alors, donc ici, d'après l'inégalité de Jensen,
vous avez donc, quel que soit y1, y2, dans, yn dans R, vous avez donc exponentielle. Alors les T1, T2 de tout à l'heure, ça va être P1, P2. Donc c'est exponentielle donc, de P1, Y1 plus P2, Y2 plus Pn, Yn. C'est inférieur ou égal à P1 exponentielle Y1 plus P2 exponentielle Y2, etc. plus jusqu'à Pn exponentielle Yn avec égalité, si seulement si, avec égalité, si et seulement si, ça c'est la convexité stricte, y1 égale y2 égale yn. Alors, il suffit en fait de prendre les yi, c'est les logarithmes des xi. Donc en prenant yi égale log de xi, on a le droit de prendre des logs parce que les xi sont strictement positifs. Donc le log existe et le log c'est un nombre réel. Donc en prenant y égale log de xi, donc quel que soit i pour i allant de 1 à n, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir exactement l'inégalité arithmético-géométrique, l'inégalité de comparaison entre la moyenne arithmétique pondérée et la moyenne géométrique pondérée. Alors effectivement, je vais remplacer yi par log xi, donc on va avoir exponentielle P1 log x1 plus P2 log x2, etc. jusqu'à Pn log xn, c'est inférieur ou égal à P1, donc exponentielle de y1, ça va donner x1, donc P1 x1 plus P2 x2 plus, etc. plus Pn xn. Ça, je peux le simplifier. C'est exponentielle log de x1, le tout à la puissance P1, donc ça c'est en fait exponentielle de log de x1, le tout à la puissance P1, et puis exponentielle de log de x2, le tout à la puissance P2, etc. jusqu'à exponentielle de log de xn, le tout à la puissance Pn, et donc c'est égal à x1 puissance P1, x2 puissance P2, xn puissance Pn. Et donc on voit bien que cette partie, c'est la moyenne arithmétique pondérée de x1, x2 jusqu'à xn. Et cette partie-là de gauche, c'est la moyenne géométrique pondérée de x1, x2 jusqu'à xn. Donc, vous avez la moyenne arithmétique pondérée de x1, x2 jusqu'à xn. C'est supérieur ou égal à la moyenne géométrique pondérée de x1, x2 jusqu'à xn. Voilà. Quand est-ce que l'inégalité est atteinte? Alors, qu'est-ce qu'elle dit l'inégalité de Jensen pour les fonctions strictement convexes? Elle nous dit que l'inégalité est atteinte si seulement si y1 égale y2 égale yn. Mais les yi, c'est log de xi. Donc de plus, l'inégalité est atteinte si seulement si l'inégalité est atteinte si et seulement si. Donc les yi, c'est log des xi. Donc log de x1 égale log de x2 égale jusqu'à log de xn. C'est-à-dire x1 égale x2 égale jusqu'à égale xn. Et voilà, ainsi s'achève la démonstration du théorème. Vous voyez, donc ça c'est la moyenne, c'est la méthode la plus naturelle pour démontrer l'inégalité arithmético-géométrique, c'est-à-dire l'inégalité de comparaison entre les moyennes arithmétiques et géométriques. Alors, juste une dernière remarque. Je vais faire une dernière remarque. Si vous regardez la vidéo de la dernière fois, alors elle est basée, la démonstration du théorème, du même théorème, est basée sur, c'est la méthode de Polya, elle est basée sur cette inégalité-là, t inférieur ou égal à exponentielle t moins 1, quel que soit t dans R. Elle est basée sur ça. Elle est élémentaire, c'est pour ça qu'elle est intéressante, on peut l'enseigner au lycée. Mais si on regarde bien cette inégalité, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire en fait que si je remplace t par t plus 1, si je remplace t par t plus 1, ça revient à dire que l'exponentielle t est supérieure ou égale à 1 plus t. Ça, quel que soit t dans R, c'est la même chose. Vous remplacez juste, vous translatez, vous remplacez t par t plus 1. Mais si on regarde bien cette inégalité, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le graphe de la fonction exponentielle est au-dessus
de sa tangente en 0. Ça, c'est la partie affine du développement de Taylor, de la fonction exponentielle. Ça, c'est bien la partie affine du développement de Taylor, de la fonction exponentielle. Ici, c'est 1 plus t. Et on voit donc que cette inégalité, elle exprime en fait la convexité de la fonction exponentielle en 0. Vous avez le graphe est au-dessus de sa tangente en 0. Ici, vous avez la fonction exponentielle, son graphe, c'est à peu près ça. Et vous avez donc ici l'exponentielle 0 qui est égal à 1. Vous avez la tangente et le graphe est au-dessus de la tangente en 0. C'est ça cette inégalité-là. C'est exponentielle t supérieur ou égal à 1 plus t. Donc ça, en fait, c'est la convexité de la fonction exponentielle en 0. Mais la fonction exponentielle, elle vérifie une identité remarquable qui est l'exponentielle de x plus y, c'est égal à l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y. Et à partir de là, de cette équation fonctionnelle, il est facile de voir que la convexité en 0, ça entraîne la convexité partout. C'est pour ça que la méthode de Jensen fonctionne. Parce qu'il utilise la convexité en 0, mais par cette identité fonctionnelle, cette équation fonctionnelle qui est utilisée d'ailleurs dans la démonstration, ça revient, donc on a tout simplement la convexité de la fonction exponentielle partout sur R. Et ça donne donc une démonstration. C'est pour ça que la démonstration fonctionne. Donc en fait, c'est la même démonstration. On utilise la convexité de la fonction exponentielle d'une manière ou d'une autre. Sauf que dans le cas de la méthode de Jensen, la méthode est élémentaire. Elle utilise juste l'inégalité exponentielle t supérieur ou égal à 1 plus t qu'on peut démontrer par une étude de fonction. Voilà, je m'arrête ici. Je vous donne rendez-vous donc dans une semaine à 2 semaines, ça dépend. Donc la prochaine fois, on va voir la méthode de Cauchy pour démontrer l'inégalité arithmético-géométrique. Donc, il utilise une récurrence assez particulière. Bon, je m'arrête ici. Portez-vous bien et à bientôt.